Quand Aster fut traîné jusqu'à la maison principale d'Helmheim, il savait déjà que cela n'allait pas être une simple réunion de famille. Les anciens l'avaient convoqué pour le juger pour le chaos qu'il avait causé, et au moment où il se tenait devant eux, la tension devint mortelle. Devant toute la salle, Zenos exigea une preuve de la loyauté de Eyfried en lui ordonnant de tuer son propre fils. Mais au lieu d'abaisser la tête, Eyfried choisit Aster sans hésitation, même si cela signifiait la destruction de toute sa maison. C'était le moment où tout a changé. Sans plus de raison de rester silencieux, Aster déchira sa chemise et révéla les 7 ailes dans son dos, laissant les anciens figés de choc. La raison pour laquelle ce pouvoir terrifie tout le monde est simple. La crête des ailes est la source du pouvoir magique et aucun humain depuis des centaines d'années n'a jamais possédé cette aile. Ce niveau de pouvoir était censé appartenir uniquement au clan des esprits, l'origine même de la crête elle-même. Mais comment a-t-il obtenu ce pouvoir? Dans un endroit froid et sévère, Aster avec un corps meurtri s'approche de son père avec une intention meurtrière écrasante après avoir affirmé que son père l'avait envoyé dans une embuscade pour se débarrasser de lui. L'homme admet cela, qualifiant Aster d'ailé sans aile, raison pour laquelle il doit mourir pour ne plus ridiculiser la maison d'Helmheim. En parlant de la famille Helmheim, c'est la plus grande maison martiale du continent et elle a pour tâche de protéger la famille royale. Le chef de la maison est le père d'Aster, Roderick Helmheim, qui est le seul à avoir cette aile dans tout le royaume. Il a un jour sauvé Aster qui était laissé à l'agonie dans une tempête de neige et pour payer cette dette, Aster a fait tout ce que Roderick lui a demandé. Cependant, Aster n'avait rien pour rembourser son père car il n'avait pas d'aile. La crête des ailes est fondamentalement une preuve de son pouvoir magique et plus on a d'ailes, plus le mana est grand. Comme il était le seul dans la maison ducale à ne pas avoir d'aile, ses frères et sœurs appelaient essentiellement Aster sans aile. Néanmoins, Aster a continué à prendre l'épée pour s'entraîner chaque jour, espérant qu'un jour sa dévotion serait récompensée. À la fin, lui et son équipe ont été envoyés en mission, une mission destinée à échouer, mais il a réussi à survivre à l'épreuve. Maintenant, il est blessé et épuisé, mais il nourrit une rancœur contre son père qui l'a rejeté. Aster dit à Roderick qu'il croyait en lui et l'a même suivi, mais il lui a planté un couteau dans le dos en récompense. Roderick se moque de lui, lui demandant quelles attentes il, en tant qu'outil, pensait avoir, et il lui dit de partir parce qu'il en a fini de l'utiliser. Cependant, au fond de lui, Aster est enragé de colère et il se précipite vers Roderick avec son épée. Il se déteste de suivre Roderick aveuglément tout en s'appelant un idiot pathétique. L'épée d'Aster atterrit sur Roderick mais ne laisse aucune égratignure. Soudain, Aster est retenu par derrière par une épée de mana et 2 jeunes hommes apparaissent derrière lui. L'un d'eux lui coupe le bras gauche tandis que l'autre lui coupe la jambe droite. Aster crie en douleur alors qu'il s'effondre au sol avec du sang qui s'échappe de sa bouche. Il s'avère que ces deux-là sont ses frères et il se moque de lui alors qu'il reste immobile dans la neige, lui disant qu'il restera toujours sans elle peu importe ce qui se passe. Il se moque même de lui disant qu'il a l'air si bien en rampant sur le sol. Aster frappe le sol de frustration, demandant à Roderick pourquoi il a pris la peine de le sauver quand il était bébé alors qu'il savait qu'il allait simplement le rejeter plus tard. Roderick se penche pour dire à Aster qu'il se trompe complètement car il n'a jamais eu besoin de lui en premier lieu. Roderick mentionne que ce dont il avait besoin c'était le pouvoir des 7 ailes qui résidaient à l'intérieur d'Aster. Aster est confus par cela et Roderick ajoute que sa mère était en réalité assez utile parce qu'elle apportait la semence qui servirait ses objectifs. Après avoir dit cela, Roderick s'éloigne, laissant Aster avec plusieurs questions dans la tête. Il tend la main vers Roderick, lui disant de tout lui dire, mais ses frères achèvent son excitation en enfonçant leurs épées dans son dos. Alors qu'il perd lentement connaissance, Aster remet en question son but s'il n'est né que pour mourir sans raison de toute façon. Tout à coup, tout devient si chaud et au moment où il rouvre les yeux, il se retrouve dans une épaisse neige. Il regarde autour de lui frénétiquement et réalise qu'il est dans le corps d'un bébé, se demandant si ce corps est vraiment le sien. À ses côtés dort une femme morte qui le tenait dans ses bras. Aster utilise le pouvoir de recherche pour vérifier partout et il réalise que des hommes armés le recherchent, lui et la femme morte. Étonnamment, il entend qu'il travaille pour Roderick et qu'il prévoit de le récupérer pour le ramener à Roderick. Cela rappelle immédiatement à sa mémoire ce qu'on lui avait dit sur la façon dont il avait été trouvé une nuit comme celle-là durant une tempête de neige. Il lui vient soudain à l'esprit qu'il pourrait être retourné dans le passé. Cependant, il ne veut pas tirer de conclusions hâtives et il se dit qu'il confirmera cela plus tard, mais il doit d'abord s'échapper. Il sait que rester au même endroit ne ferait que le ramener entre les mains de Roderick. Même s'il est un bébé, Aster commence à ramper à travers la neige dure avec de la mana infusée dans ses mains, juste pour s'éloigner le plus vite possible. Même si le temps est rude et qu'il commence déjà à se fatiguer, Aster n'a aucune envie de se retenir parce qu'il a toujours rampé dans sa vie passée et il prévoit de faire la même chose pour survivre quoi qu'il arrive. Après avoir rampé si loin, il finit par s'évanouir et quelques instants plus tard, il est découvert par Eyfried, le chef de la maison Eyfried qui est un vicomte et sa fille. Eyfried porte Aster dans ses bras, se demandant pourquoi il y a un bébé dans un endroit aussi étrange. Eyfried regarde la trace laissée dans la neige par Aster et réalise à quel point il est allé loin, le laissant totalement abasourdi mais en même temps avec des questions sur qui est Aster. Lorsqu'Aster se réveille enfin, il se retrouve face à un groupe de petites filles qui veulent jouer avec lui.
Aster panique parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Effrayé par ce qui se passe, il saute et commence à ramper, mais les filles le poursuivent en lui disant de s'arrêter. Les instincts de survie d'Aster se manifestent et il continue à ramper visant à s'éloigner d'elle. Il finit par se propulser dans le ciel avec sa magie et il se rend vite compte qu'il est foutu alors qu'il commence à descendre vers le sol sans moyen de l'arrêter. Juste au moment où il s'apprête à toucher le sol et à faire plouf, il est attrapé par le vicomte qui se moque de lui pour être un enfant mystérieux. La sueur coule sur son visage avec la réalisation qu'il a failli mourir. Juste à ce moment-là, Aster jette un coup d'œil à l'homme et c'est alors qu'il réalise qu'il est aux mains de Ifrid, le vicomte du domaine Roderick. Aster panique parce qu'il n'y a aucun moyen dans le monde qu'il se soit retrouvé dans une autre maison Helmheim. En gros, Ifrid est le chef de la famille Vicomte qui est une branche de la famille Helmheim. Il était l'une des deux ailes qui avaient autrefois été chargées de protéger la famille royale. Cependant, Aster est encore plus confus parce que Ifrid aurait dû mourir dans une guerre civile minable qui s'est terminée par l'effondrement total de la famille Vicomte. Cela confirme essentiellement sa peur qu'il soit retourné dans le passé. Cependant, il se retrouve complètement brisé car il essayait de fuir Roderick et a fini entre les mains de son frère. La femme de Ifrid porte aussi Aster dans ses bras, parlant de combien elle est surprise que la magie d'Aster ait dégénéré pour l'envoyer dans le ciel. La femme comprend qu'Aster essayait de s'échapper parce qu'il avait peur et elle l'embrasse sur le front pour lui montrer qu'il est entre de bonnes mains. La femme lui caresse les joues, ce qui fait qu'Aster se détend. Ifrid dit alors à sa femme qu'Aster possède un pouvoir immense et le blason sur son dos en est la preuve. La femme emmène Aster devant le miroir pour vérifier le blason sur son dos et ils sont éblouis de voir qu'il s'agit de 7 ailes. Même Aster est surpris d'avoir le blason des 7 ailes sur son corps. C'est à ce moment qu'il se souvient de ce que Roderick lui a dit avant d'être tué. Aster finit par comprendre que le type l'a essentiellement sauvé pour pouvoir prendre les 7 ailes pour lui-même. Aster est encore plus furieux lorsqu'il réalise cela parce qu'il a été appelé un foutu sans ailes tout au long de sa vie passée simplement parce que Roderick a volé ce qui était à lui. La femme d'Ifrid lui demande alors ce qu'il compte faire de l'enfant. Au moment où Aster entend cela, il panique parce qu'il ne compte pas laisser le pouvoir tomber entre les mains de la famille Helmheim puisque lui en a besoin pour se venger de Roderick. Choquant, Ifrid dit à sa femme qu'il devrait adopter Aster parce qu'il est encore un jeune qui ne peut pas voler tout seul. Ifrid mentionne qu'il prendra ses responsabilités jusqu'à ce qu'Aster soit capable de s'occuper de lui-même. Juste à ce moment-là, la porte de la pièce s'ouvre et les filles s'écrasent au sol, révélant qu'elles écoutaient depuis tout ce temps. Les filles admettent qu'elles étaient curieuses car elles s'inquiétaient pour Aster. Les filles affichent un large sourire car elles ont enfin un petit frère. La femme de la maison lui donne ensuite le nom d'Aster. 10 ans après cela, Ifrid, Aster et l'une de ses sœurs, Alphine, se dirigent vers l'assemblée de danse à l'épée, qui est organisée chaque année par une certaine famille duc sous l'égide d'Helmheim. C'est essentiellement un rassemblement social pour les nobles familles d'arts martiaux, et c'est un lieu pour les nobles de renforcer leur foi tout en montrant la force des candidats à l'épée qui portent le nom de famille. Au moment où Ifrid et ses enfants arrivent sur les lieux, les autres nobles et spectateurs ne perdent pas de temps et commencent à chuchoter. Les gens se moquent de la famille du vicomte, disant qu'ils sont venus s'embarrasser à nouveau. Ils connaissent également Aster qui a été adopté dans la famille parce qu'ils ne pouvaient pas produire un héritier de leur propre chair. Ils sont en colère de voir combien d'humiliations la famille du vicomte a infligé à la famille Helmheim. Alphin peut entendre tout ce qu'ils disent dans son dos et elle encourage Aster à rester fort et à ne pas laisser cela l'atteindre. Alphin dit à Aster que ceux qui montrent de la faiblesse sont écrasés, et en disant cela, Aster peut voir ses mains trembler de colère. Ifrid dit également à Aster que ce qu'il voit actuellement est la position actuelle de la famille vicomtée. Ifrid lui dit que c'est ce qu'il voulait lui montrer, et il lui demande s'il est déçu par tout ce qu'il a vu. Cependant, Aster assure son père qu'il est à l'aise dans un environnement aussi hostile. Ifrid rit de bon cœur en entendant cela, disant à Aster que sa position est tout à fait rassurante. Apparemment, dans sa vie antérieure, Aster a fait ses débuts dans la société sociale en tant que honte de la famille Helmheim, c'est pourquoi l'endroit où il se trouve évoque des souvenirs amers. Cependant, il est maintenant une personne totalement différente parce que les 7 ailes sont revenues. Aster lève les yeux pour voir ses anciens frères qui l'ont tué le regarder depuis la fenêtre, et Aster est finalement désireux de faire un brillant début social. Ils sont à une époque où les chevaliers régnaient et la force était la maîtrise de la lame qui était le summum de l'escrime. Fondamentalement, le symbole absolu qui incarnait tout n'était autre que le plumet. Debout sur le balcon pour regarder les duels, Alphin parle de la façon dont tout est écrasant. Alphine réalise enfin pourquoi Furin et Flair n'étaient pas intéressés à venir. Aster, en revanche, ne peut pas oublier comment il a été embarrassé pendant toute cette période dans sa vie antérieure. Alphin remarque qu'il est perdu dans ses pensées et elle appelle son nom pour le ramener à la réalité, lui demandant s'il est nerveux. Alphin ne lui en veut pas s'il est nerveux car c'est son premier festival de danse à l'épée. Aster lui assure qu'il n'est pas nerveux mais qu'il ressent plutôt de la nostalgie. En fait, tout lui est odieux.
Ifrit dit alors aux enfants qu'il doit partir car il a une réunion à laquelle il doit assister. Ifrit dit à Aster qu'il laisse sa sœur entre ses mains, mais Alfin proteste, rappelant à son père qu'elle est d'1 an plus âgée qu'Aster. Aster se moque d'elle, lui disant qu'elle est maladroite, c'est pourquoi il est en charge. Ifrit dit alors à Aster qu'il y a beaucoup de gens de son âge dans le rassemblement et qu'il peut profiter de l'occasion pour se faire des amis et des connexions. Cependant, il lui murmure de s'assurer que personne ne découvre les 7 L. En s'éloignant, Aster se retrouve dans une position difficile car il sait que ce que son père lui demande est plus facile à dire qu'à faire. En fait, Aster se demande comment il va socialiser alors que tout le monde semble hostile envers lui. Soudain, Alfin voit Aster s'éloigner et elle lui demande où il va. Aster répond qu'il s'en va se faire des amis et il arrive bientôt là où sont les fils de Roderick. Le rouquin Dallas demande à Aster qui il est et Aster se présente au gars avec un sourire sur le visage, révélant qu'il est son frère cadet. Aster mentionne qu'il a vu Dallas de l'extérieur et il décide d'aller lui dire bonjour. Dallas est totalement confus jusqu'à ce que son frère Grillon lui explique qu'Aster est l'enfant adopté par la famille du vicomte. Au moment où Dallas comprend qui est Aster, il commence à rire pour se moquer de lui, disant qu'il comprend enfin pourquoi Aster a les initiales F dans son nom au lieu des initiales A habituelles. Aster reste muet car il ne peut pas oublier comment les deux l'ont tué dans sa vie antérieure. Aster n'arrive pas à croire qu'il a toujours été intimidé par eux dans sa vie antérieure, mais en les regardant maintenant, il réalise qu'ils ne sont qu'un groupe d'enfants jouant à se déguiser. Juste à ce moment-là, Alfin apparaît en disant à Aster de laisser les gars tranquilles. Elle s'apprête à l'attraper quand Dallas l'appelle par son nom pour se moquer d'elle aussi. Il lui demande si elle se cache toujours derrière le dos de son père. Il la taquine, lui disant de venir les tenir compagnie comme si elle était une escorte. Alfin finit par se retourner pour dire à Dallas qu'elle n'est pas intéressée par ce qu'il dit. Elle rappelle à Dallas qu'il n'y a pas de relation maître-serviteur entre les familles Main et Branch. Alfin essaie alors de l'entraîner, même si Astor prétend qu'il n'a pas encore fini de parler. Dallas décide de faire monter les enchères en se moquant d'Alfin, disant à sa bande que le père d'Alfin était le chevalier qui n'a pas pu protéger le roi et a eu la main coupée par Roderick comme punition. Dallas se moque d'elle, lui disant qu'il est content de ne pas avoir le sang d'un perdant qui coule dans ses veines. Alfin ne peut pas avaler l'insulte et elle se retourne en criant contre Dallas, lui disant de reprendre ce qu'il vient de dire parce qu'elle ne va pas simplement le laisser insulter son père. Dallas accentue le supplice en crachant du vin sur elle. Dallas dit à Alvin qu'elle est née dans une famille composée uniquement de femmes inutiles qui ne peuvent pas hériter du titre. Il ajoute ensuite qu'ils ne sont pas dans un bal tout en lui disant de porter des haillons pour que la prochaine fois, cela ne soit pas un problème lorsqu'elle sera trempée. Avant de venir à la réunion, Aster était initialement inquiet de ne ressentir aucune colère même après avoir vu Dallas et Grillon. Cependant, ce qu'ils viennent de montrer a levé son inquiétude. Aster appelle ensuite le nom de Dallas avant de lui lancer une bouteille de vin et au moment où il l'attrape, Astor la coupe en deux avec son épée répandant le vin sur la tête de Dallas. Dallas est choqué quand cela se produit et Astor se moque de lui disant que le contenu de la bouteille n'est rien d'autre que du jus de raisin, ce qui convient à un noble gâté comme lui. 3 ans plus tôt, lors d'un duel, Astor avait perdu le contrôle de son pouvoir, ce qui avait failli entraîner la mort de ses sœurs. Il a fallu l'intervention de Ifrit pour stopper le pouvoir incroyable d'Aster et c'était... Ifrit wonders if the power can even be controlled by him or by Aster himself. Now in the present day, Ifrit is still in the middle of the meeting when a servant rushes in to tell Ifrit that something is off. They ask the servant what the issue is and he lets them know that the sons of the Branch family and the Main family are in a duel. Ifrit est choqué en entendant cela et il se précipite immédiatement. Il rencontre Alfin en chemin et il lui demande ce qui s'est passé. D'un autre côté, les aînés de la famille se sont précipités vers l'arène pour regarder le duel. Alfin et Hafid les rejoignent également alors qu'ils se tiennent sur le balcon pour regarder le duel. Les aînés en revanche sont excités car ils savent à quel point tout peut devenir chaotique en fonction de l'issue du duel. Dallas gronde Aster en l'appelant un idiot pour avoir provoqué un conflit avec leur maison ducale. Il lui rappelle qu'il n'est qu'un métis né dans la nature. Dallas demande à Aster s'il est assez fou pour ne pas comprendre la différence de pouvoir entre eux parce qu'il arbore un blason à 4 ailes. Les gens sont impressionnés par le potentiel de Dallas et ils croient que c'est exactement pourquoi il est l'héritier ducal. Maniant 2 épées, Dallas taquine Aster lui disant de montrer à tout le monde son blason à moins qu'il ne soit gêné de le montrer. Aster répond alors qu'il n'est pas aussi honteux que celui qui court en affichant un simple motif. Dallas est furieux en entendant cela mais Aster n'a pas fini. Aster dit à Dallas qu'il doit s'excuser auprès d'Alfin s'il finit par gagner le duel, et Dallas accepte cela. Mais il dit à Aster qu'il va le transformer en son propre chien personnel s'il finit par gagner. Dallas se précipite vers Aster, menaçant de le faire travailler jusqu'à la mort après avoir gagné le duel. Il balance son épée vers Aster mais Aster bloque l'attaque. Néanmoins, la force de l'attaque est suffisamment puissante pour pousser Aster en arrière et faire vibrer ses mains. Dallas attaque à nouveau en disant à Aster que ce qu'il est en train de voir est le pouvoir du blason à 4 ailes. Il continue à le frapper, forçant Aster à maintenir une posture défensive.
Un des anciens qui regardent le combat admet que le maniement de l'épée de Dallas est immature, mais il parvient à compenser cela par son pouvoir magique écrasant. C'est pourquoi ceux qui portent le blason auront toujours un avantage. En analogie simple, si la magie contenue dans un plumage de queue est comme la flamme d'une bougie, alors la magie cachée dans 4 ailes est plus ou moins une explosion. Dallas maintient la pression, submergeant Aster et lui demandant où a disparu son excitation initiale. Il lui demande s'il ne menaçait pas de le faire s'excuser auparavant. Dallas continue de taquiner Astor tout en lui lançant des coups, l'urging pour qu'il lui montre son pouvoir. Quelques instants plus tard, Dallas porte un coup qu'il croit avoir mis fin au duel, mais Astor bloque la frappe alors qu'une aura gonfle autour de son corps. Astor envoie Dallas voler en arrière tout en lui disant qu'il parle trop. Aster a en gros appris pendant les 10 dernières années juste pour avoir la chance de se venger de ceux qui lui ont fait du tort. Aster se jette vers Dallas, infligeant un coup puissant qui fait perdre l'équilibre à Dallas. Dallas s'effondre à genoux en essayant de bloquer l'attaque et Grillon est choqué de voir que son frère est repoussé. Dallas ne peut pas croire ce qui lui arrive puisqu'il est un possesseur de créneaux à 4 ailes, mais il est dominé par quelqu'un qu'il appelle un bon arien. Tout le monde regardant le combat est choqué alors que Dallas essaie désespérément de rester dans la lutte. D'un autre côté, Ifrit s'inquiète que les choses ne deviennent vraiment graves. Astor semble totalement plongé dans le combat alors qu'il se souvient comment Dallas et Grillon lui ont pris son bras dans sa vie précédente avant de le tuer. Voyant sa vie défiler devant ses yeux, Dallas commence à supplier, disant à Astor d'arrêter et en même temps, le vicomte crie à Astor de se maîtriser. L'affrontement entre les deux se termine par une massive explosion, et lorsque la fumée se dissipe, Astor a coupé l'épée de Dallas. Il a à peine raté sa tête et a seulement frappé l'épée entre ses jambes. Voyant à quel point il est proche de la mort, Dallas se souille et Aster se moque de lui tout comme il s'est moqué d'Alphen. Il lui dit de venir envelopper de haillons la prochaine fois pour qu'il ne se soucie pas d'être trempé. Aster rengaine son épée en déclarant qu'il n'est plus Aster le sans-aile, et rien qu'en réalisant cela, il se sent déjà soulagé. Tout à coup, Aster ressent une présence écrasante derrière lui. Et quand il se retourne, il réalise que ce n'est autre que son ennemi juré, Roderick. Pendant ce temps, les spectateurs sont tous sous le choc car personne ne s'attendait à ce caster qui vient de la branche cadette mettre Keo, le fils de la famille principale. Cependant, ils savent que les choses se sont compliquées car il est hors de question que Roderick reste silencieux après avoir été traîné dans la boue. Roderick entre dans l'arène et se dirige vers Aster, mais Aster ne baisse même pas la tête en plongeant son regard dans les yeux de Roderick. Roderick se tient au-dessus de lui, mais Aster maintient son aura en regardant dans les yeux de l'homme. Dallas saisit alors son père qu'il croit là pour l'aider. Tout comme le petit gâté qu'il est, il dit à son père qu'Aster a défié la famille Main même s'il est un métis. Dallas exhorte son père à utiliser son pouvoir pour s'occuper d'Aster. Mais tout à coup, Roderick pousse son épée dans la main de Dallas. Il pousse sa main dans le sol avec l'épée dedans, brisant finalement sa main droite. Tout le monde qui regarde cela, y compris Grillon, est sous le choc, et Roderick gronde Dallas en lui disant qu'il vient de traîner le nom de leur famille dans la boue, mais qu'il a toujours le culot de sourire. Roderick sort alors son épée, et Ifred a une idée de où cela va mener. Il crie à Roderick de s'arrêter, mais Roderick lève son épée, prêt à abattre son fils pour l'avoir embarrassé tout en lui disant qu'il n'a pas ce qu'il faut pour tenir une épée. Juste à ce moment-là, Astor se met entre Dallas et son père, et Roderick lui demande pourquoi il interrompt son jugement sur Dallas. Astor répond que Dallas ne s'est pas encore excusé auprès d'Alphen, donc il ne peut pas mourir. Il dit à Roderick qu'il est libre de faire ce qu'il veut de Dallas après qu'il se soit excusé auprès d'Alphen. Roderick est en colère qu'Astor essaie d'agir comme s'il était un membre de la famille alors qu'il a été adopté. Aster lui répond qu'il est le fils du vicomte et même s'ils ne sont pas liés par le sang, l'honneur d'un chevalier et le poids d'une maison sont des choses qu'il a suffisamment apprises de son père. Roderick décide alors d'utiliser cela contre Aster, lui disant qu'en tant que membre de la maison du vicomte, il a inutilement terni la réputation de la famille principale, qui est la fierté de l'épée du roi. Roderick dit à Aster que ce qui vient de se passer n'est pas quelque chose qui peut être réglé comme une simple querelle d'enfance. Il lui rappelle que Ifrid a donné son bras comme prix lorsqu'il a fait une erreur. Roderick lui demande alors ce qu'il prévoit de sacrifier, mais Aster lui répond en disant à Roderick que ce qui s'est passé n'était pas une simple querelle fraternelle, mais un véritable duel. Aster dit à Roderick que tout ce qu'il a fait a été de répondre aux insultes contre la maison du vicomte avec sa lame. Il rappelle à Roderick ce qu'il a dit à propos de ceux qui ne peuvent pas se venger n'ont pas droit à une épée. Astor précise qu'il n'a pas l'intention de jeter ne serait-ce qu'un seul de ses cheveux. L'un des anciens, qui est un comte, est impressionné par le courage d'Astor et il refuse de croire qu'Astor n'a que 10 ans. En entendant ce qu'Astor a à dire, Roderick lui dit de prendre position et Astor se met immédiatement en position défensive. Roderick porte alors un coup qui envoie Aster s'écraser contre le mur, laissant une forte explosion. Cela laisse tout le monde choqué et effrayé que Aster soit fini. Ifrid se précipite en colère vers son frère avec son épée, mais Roderick bloque l'attaque. Ifrid ignore Roderick et se précipite vers Aster. La poussière se dissipe et il voit l'épée coupée d'Aster par terre. Mais à sa surprise, Aster reste debout avec l'autre moitié de l'épée à la main, prêt à se défendre.
Il affiche une expression de haine sur son visage, et quand Roderick voit cela, il se retourne simplement et s'en va avec Dallas le suivant. Aster perd enfin son équilibre, mais Aifrid le rattrape. Avec le reste de sa force, Aster dit à son père qu'il a protégé Alfine comme il l'avait promis, et Ifrid félicite Aster lui disant qu'il était magnifique. D'un autre côté, un des anciens taquine Roderick, lui disant qu'il a recouru à un mouvement enfantin. Roderick est d'accord avec cela, mais dit que la réputation de la famille aurait été ruinée s'il avait laissé Aster avoir ce qu'il voulait, c'est pourquoi il a fait un léger compromis. L'aîné appelle alors Aster une étoile montante parce qu'il avait la force et l'audace de se tenir devant le grand Roderick. Les anciens admettent qu'Aster a eu le meilleur début dans la société avec le coup qu'il vient de tirer. L'un des anciens dit qu'il avait en fait peur que la famille Helmheim ne se divise en deux. Cependant, Roderick lui dit de ne pas être trop heureux encore car une ère de disruption est sur eux. Il l'appelle une tempête si grande qu'elle pourrait diviser le monde en 2 ou 3. Lorsqu'on lui a demandé de revenir sur le territoire, il s'est totalement indulgé dans l'entraînement. Il bat facilement chacun de ses partenaires d'entraînement, sans personne pour s'opposer à lui. Il croit que quoi qu'il soit arrivé lors de l'assemblée de danse douloureuse, cela a dû être une motivation pour lui. Les serviteurs et les gardes sont également contents qu'Astor ait battu Dallas, car la famille Main leur rend la vie difficile depuis si longtemps. En même temps, Aster est convaincu que ce qu'il a fait lors de l'assemblée ferait taire ceux qui ont toujours moqué la famille du vicomte. Cependant, sa véritable cible reste Roderick lui-même, bien qu'il sache qu'il ne peut pas vaincre Roderick avec son niveau actuel. Aster sait que le blason de l'aile est essentiellement un indicateur du rang et du pouvoir magique latent d'une personne. Cependant, Aster ne peut toujours pas tirer parti du pouvoir des 7 ailes. Il est connu que naître avec ou sans cela ne signifie rien si l'on peut utiliser le pouvoir à son plein potentiel. Aster souhaite pouvoir tester la pleine puissance des 7 ailes à ses limites sans craindre qu'elles ne se déchaînent. Avant qu'il ne s'en rende compte, il a vaincu tout le monde sur le terrain d'entraînement et juste à ce moment-là, Alfie apparaît. Elle dit à Aster que leur père l'appelle et Aster laisse immédiatement tomber tout ce qu'il fait. En s'éloignant, il remarque que sa sœur porte une tenue d'entraînement. Il la taquine, lui rappelant qu'elle a dit que la tenue n'était pas bonne, donc qu'elle détestait la porter. Alphen dit à son frère que tout doit être en équilibre et voir Aster lui a fait repenser qu'elle ne peut pas continuer comme ça. Elle dit ensuite à Aster qu'il devra s'entraîner avec elle quand il rentrera, et Aster sourit en pressant sa sœur d'y aller doucement avec lui. Quelques instants plus tard, Aster arrive au bureau de son père et lui demande ce dont il a besoin. Ifrid lui dit de s'asseoir et quand il le fait, Ifrid rappelle à Aster qu'il a été accueilli dans la famille il y a environ 10 ans. Son père dit qu'il attendait qu'il soit un peu grand avant, mais il a changé d'avis. Il sort une bague avec un bijou rouge et dit à Aster que c'est la preuve du prochain chef. Ifrid le bombarde en lui disant qu'il veut qu'il soit le prochain chef de la famille. Aster ne dit rien en entendant cela et Ifrid continue en rappelant à Aster que la maison du vicomte est dans une position précaire. Néanmoins, il reste une branche de la famille Helmheim. Et puisqu'ils ont leur propre territoire à protéger, Ifrid dit qu'ils ne peuvent pas laisser le siège du prochain chef vide. Aster demande alors à son père si ses sœurs sont d'accord avec cela, et Ifrid mentionne qu'il va se rendre à l'académie des chevaliers pour informer ses sœurs. Aster répond qu'il est assez sûr que ses sœurs, Malfa et Kudo qui sont à l'académie des chevaliers, ne seraient pas d'accord, surtout Kudo. Aster mentionne que Kudo le déteste en gros d'être né garçon, sans parler d'être béni avec les 7 ailes. Aster se lève alors, disant à son père qu'il ne peut pas accepter la responsabilité d'être le prochain chef. Il lui rappelle qu'il ne peut même pas contrôler sa magie, et qu'il a failli tuer sa propre sœur dans le processus. Aster dit à son père qu'il n'y a rien qui puisse convaincre une sœur en colère. Et alors qu'il s'éloigne, Ifrid lui dit qu'il a toujours été sceptique quant à savoir si Aster est vraiment un enfant ou non. Ifrid révèle ensuite qu'il pensait que la bague serait une bonne récompense pour l'assemblée de danse de l'épée, mais il semble qu'Aster préfère autre chose. L'homme sort alors une boîte et il l'ouvre pour révéler l'épée magique Gram qui est plus ou moins une dague. Ifrid dit à Aster que c'est une épée qui peut contrôler le pouvoir des 7 ailes. Après leur réunion au bureau, Ifrid emmène Aster dans les bois. Aster est surpris qu'ils doivent aller si loin juste pour lui montrer une épée, et Ifrid lui fait savoir que ce n'est rien de plus qu'une précaution. Ifrid sait qu'il ne peut rien tenir pour acquis puisqu'Aster est connu pour casser des choses assez souvent, ce qui signifie que la salle d'entraînement serait le mauvais endroit pour essayer l'épée. Ifrid dit à Aster que Graham est une épée magique qui est transmise uniquement au fils aîné de la famille Helmheim. Ifrid mentionne qu'il a intentionnellement fait apporter l'épée de la maison principale à cause de lui. Ifrid retire alors le tissu qui recouvre l'épée et Aster est choqué de voir que c'est juste une épée avec une base courte. Ifrid dit à Aster que l'épée n'a peut-être pas de lame, mais s'il lui insuffle de la puissance magique, la lame a le potentiel d'être complétée par la puissance magique du porteur. Ifrid lui montre alors un exemple de ce qu'il dit en libérant sa puissance magique qui déclenche une énorme décharge d'énergie qui détruit tout sur son passage. Cela laisse un immense cratère dans le sol et Ifrid dit à Aster que l'on serait drainé par l'épée si l'on essaie de détruire la magie avec elle à la place. Ifrid mentionne que c'est une épée avec tant d'histoire et il demande à Aster s'il est prêt à essayer. Aster ramasse alors l'épée et l'essaie.
À sa grande surprise, sa mana commence à s'écouler dans l'épée toute seule et cela envoie une puissante explosion dans le ciel. Ceux qui se trouvent au domaine voient cela et l'un des gardes suppose qu'une comète tombe du ciel. Cependant, son collègue se moque de lui en disant qu'il est bébête, affirmant que quelque chose s'est envolé dans le ciel et non pas qu'il est tombé. Le gars ne veut pas y croire et Alphine intervient en leur disant que le phénomène doit avoir été causé par Aster. De retour dans les bois, Aster est impressionné par la puissance de l'épée, mais Ifrit le corrige en lui disant que sa magie est ce qui est extraordinaire et non l'épée elle-même. Il mentionne qu'il n'y a jamais eu une seule personne possédant le blason à cette aile dans toute l'histoire de la lignée de la famille Helmheim. Ifrit croit qu'Aster aura le pouvoir de surpasser même Roderick une fois qu'il maîtrisera son pouvoir. Cependant, le pouvoir a aussi ce qu'il faut pour semer des graines de conflit à cause de sa grandeur. Il fait savoir à Aster que tout le monde sera à sa recherche s'il découvre qu'il possède les 7 ailes. Il dit qu'il y aura des personnes qui voudront l'exploiter, et il y aura des personnes qui voudront le tuer sous prétexte qu'il est une nuisance. Ifrit encourage alors Aster à s'assurer qu'il devienne vraiment fort tant qu'il le peut pour éviter quelque chose comme ça. Aster est d'accord avec son père car il n'est pas prêt à vivre une vie misérable, tout comme il l'a fait dans sa précédente vie. Aster remercie alors son père pour le cadeau en lui assurant qu'il va maîtriser les 7 ailes et l'épée. 3 jours plus tard, Kudo et Malpha sont revenus de l'Académie des Chevaliers. Kudo tend la main en attendant que ses sœurs cadettes se précipitent vers elle, mais les deux la dépassent et se dirigent vers Malpha à la place. Kudo est surprise d'avoir été ignorée et lorsqu'elle confronte les deux à ce sujet, elles lui disent qu'elle s'amuse toujours à leur décoiffer. Cependant, Kudo ne veut pas accepter qu'une personne modeste comme elle puisse faire une telle chose. Juste à ce moment-là, elle repère Alphin et se précipite pour l'embrasser. Elle finit par faire ce qu'elle prétend ne pas faire en ébouriffant les cheveux d'Alphine. Malpha demande alors à ses parents où se trouve Aster. Ifrit révèle alors où se trouve Aster et Kudo se concentre immédiatement là-dessus. Pendant ce temps, Aster a encore du mal à contrôler l'épée. Il souffre d'une perte de puissance magique excessive rien qu'en essayant de faire cela, et il commence à se demander ce qu'il doit faire pour devenir comme son père. Il est en plein milieu de cela quand Kudo apparaît avec son épée, disant à Aster qu'il a réussi à se surpasser cette fois-ci. Aster est choqué de voir que sa sœur est de retour et Kudo le gronde de ne pas être venu l'accueillir. Kudo lui demande s'il ne s'est pas présenté pour les accueillir parce qu'il pense qu'il est spécial et qu'il n'y a pas de raison de les remarquer. Kudo fait savoir à Aster qu'elle a entendu parler de ce qui s'est passé lors de l'assemblée de danse des épées parce que l'Académie des Chevaliers bourdonnait de rumeurs à son sujet. Aster répond alors qu'il est assez sûr que la même chose s'applique à sa sœur parce qu'il a entendu dire qu'en tant que stagiaire, elle a complété de nombreuses missions. De plus, Kudo était le seul chevalier à recevoir la médaille de chevalier d'honneur cette année-là. Kudo répond alors que c'est le moins qu'elle puisse faire car si elle ne le fait pas, elle ne pourra pas succéder à son père. Elle poursuit en disant qu'elle a entendu parler de la façon dont Aster a refusé l'offre de devenir le successeur. Elle lui demande s'il a fait cela pour elle. Au fond de lui, Aster n'est pas content du fait que Ifrit soit allé lui en parler car cela ne va que lui causer des ennuis inutiles. Aster finit par répondre à sa sœur lui disant qu'il croyait qu'il n'était pas encore digne, c'est pourquoi il a refusé l'offre. Kuda marche vers un arbre, parlant de la malice d'Aster et Ifried même s'ils savent que c'est son rêve de devenir la tête de la maison. Soudain, elle tranche l'arbre avec son épée avant de le lancer vers Aster. Aster évite à peine l'attaque en criant sur sa sœur, lui demandant ce qu'elle est en train de faire. Kudo dit à Aster que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas affrontés, donc elle s'apprête à lui donner un test. Elle lui fait savoir que la prochaine attaque sera dirigée contre lui. Aster essaie de dire à sa sœur de se détendre car l'épée qu'il utilise n'est pas encore complète, mais Kudo lui fait savoir qu'il ne pourra pas utiliser la même excuse s'il se trouve sur le champ de bataille face à un ennemi. Kudo informe Aster que c'est le code des chevaliers d'être toujours prêt au combat, et Kudo se met immédiatement en position offensive. Elle dit à Aster qu'elle pourrait tout simplement l'oblitérer s'il continue à se retenir. Aster n'en revient pas car il essaie encore de contrôler son pouvoir magique et sa sœur est déjà sur lui. En même temps, il sait qu'il n'a d'autre choix que de prendre sa sœur au sérieux car s'il ne le fait pas, elle pourrait tout simplement le tuer. Des minutes plus tard, Aster et Kudo sont toujours en train de se battre. Kudo félicite Aster en lui disant qu'il s'est amélioré car il réussit à la suivre même si elle a perfectionné ses compétences à l'Académie des Chevaliers. Cependant, elle taquine Aster, lui disant que son épée est presque pathétique et que son contrôle sur la magie est complètement absent. Kudo l'envoie au loin avec un coup et Aster admet que sa sœur est aussi implacable qu'elle l'a toujours été. Il se souvient qu'elle a toujours été comme ça depuis qu'ils étaient enfants. Il se demande si c'est parce qu'il est le seul homme dans la maison du vicomte qui a le droit de succession. En même temps, il ne sait pas si c'est parce qu'il possède le blason à 7 ailes, qui est supérieur à tous les autres. Aster la compare à une tempête vivante parce qu'elle le défie toujours à un duel pour chaque petite chose tout en qualifiant le monde d'injuste. En gros, Kudo est son ennemi naturel. Kudo charge à nouveau vers lui en lui disant qu'il n'est pas digne d'être le prochain chef de la maison. Pendant ce temps, Malpha est inquiète pour les deux et elle attire l'attention de son père là-dessus. Elle lui demande s'il est prêt à les laisser seuls, car avec la situation actuelle, l'un d'eux pourrait mourir.
Ifrit dit à Malfa qu'ils sont rivaux à leur manière, et même s'ils peuvent être un peu téméraires, il est convaincu que cela n'escalera pas au point où l'un d'eux mourrait. Malfa répond qu'elle l'espère vraiment et demande ensuite à son père pourquoi il les a rappelés de l'Académie des Chevaliers. Elle est assez sûre que ce n'est pas seulement une question de succession. Il ne s'agit pas que de la succession. Ifrit le confirme, puis sort une lettre qui choque Malfa. Il s'avère que c'est une convocation de la maison principale d'Helmheim. Il dit à Malfa que les anciens qui dirigent la maison pourraient bien vouloir voir le visage de leur petit-fils après tout. Malfa est soulagé d'entendre cela, mais Ifrit lui fait savoir qu'au pire, il pourrait bien perdre Aster. De retour dans les bois, Aster exhorte sa sœur à essayer de le raisonner, car il a déjà refusé toute discussion de succession. Il lui dit que leur père a dû l'en informer, mais Kudo révèle qu'Ifrit n'est pas prêt à accepter sa position. Aster se retrouve bientôt à essayer de bloquer l'attaque écrasante de Kudo qu'il compare à affronter un troll maniant un marteau géant. Aster manque de se faire couper, mais il parvient à dévier l'épée de Kudo. Il lui crie de l'écouter, de bien l'écouter. Cependant, Kudo le frappe d'un coup contondant assez puissant pour lui déchirer les entrailles. Aster crache du sang, réalisant que sa sœur est plutôt forte. Kudo lui explique alors qu'il est de 3e ordre s'il ne sait que manier une épée. De plus, il est de 2e ordre s'il ne gère que la magie, et ce n'est qu'en maîtrisant l'épée et la magie qu'il pourra devenir de 1er ordre. Kudo lui fait savoir qu'elle est déçue, car la différence de crête d'aile indique la quantité de mana que l'on peut gérer. En gros, un écart d'une aile représente un triple fossé de puissance, ce qui signifie qu'en termes de production magique et d'endurance, Kudo devrait être inférieure à Aster puisqu'elle n'a que 5 ailes. À cause de cela, Kudo réprimande Aster, lui disant qu'il aurait dû pouvoir résister à toutes ses attaques, mais qu'il a préféré revenir à son escrime favorite. Kudo demande à Aster s'il se méfie vraiment autant de son pouvoir, ou s'il a peur de devenir fou comme il l'a fait il y a quelques années. Au moment où Aster entend cela, il réalise qu'il n'a jamais envisagé d'avoir peur du pouvoir des 7 ailes. Il se demande s'il ne limitait pas inconsciemment sa propre puissance, ce qui expliquerait pourquoi la lame lui semble instable. Il supprimait en fait sa magie de force, craignant que les choses ne dégénèrent. Kudo dit alors à Aster qu'il a tout ce qu'elle a toujours voulu, et elle se jette sur lui, lui disant de lui donner tout son pouvoir s'il a si peur de le libérer. Cependant, les choses sont déjà différentes, car Aster la repousse facilement avec son pouvoir magique. Même Kudo est choqué de voir cela, et Aster la remercie, lui disant qu'elle lui a ouvert les yeux. Aster fonce alors vers Kudo sans manifester de lame, laissant Kudo se demander s'il est à court de mana, mais elle rejette cette idée, car elle est plutôt sûre que non. Aster possède en fait une magie inépuisable au sein des 7 ailes, et même s'il ne la maîtrise pas encore totalement, il compte concentrer toute cette magie en un impact immédiat. Il porte son coup, mais Kudo le bloque en le taquinant, lui disant qu'il est louable d'avoir pu penser à une telle chose sur le vif. Aster fait alors savoir à sa sœur qu'il n'a aucune intention de gâcher sa seconde vie, son pouvoir, son épée, et certainement pas sa famille. Il révèle qu'il va s'accrocher à tout cela car il a lutté pour les obtenir par le passé. Kudo est confuse par ce que son frère entend par cette seconde vie dont il parle. Soudain, Aster bondit vers elle et elle prépare une contre-attaque. Soudain, Aster disparaît et au moment où il réapparaît, il fait savoir à sa sœur qu'il ne se retient plus. Il frappe très fort Kudo et Kudo sent l'épée traverser son abdomen comme si elle avait été coupée en deux. Plus tard, Kudo se réveille dans sa chambre, confuse de savoir comment elle y est arrivée. Étonnamment, Malfa est dans sa chambre et souhaite à Kudo un bon retour à la vie. Kudo réalise alors qu'elle était en plein duel et demande à Malfa ce qui s'est passé. Malfa révèle qu'Aster l'a ramené au domaine, expliquant que Kudo s'était endormi pendant le duel. Aster pensait que la fatigue du voyage l'avait rattrapé, mais Kudo n'était pas d'accord. Kudo se souvient alors de ce moment du duel où il semblait qu'Aster l'avait tranché. Elle réalise qu'Aster a dissipé sa lame de mana juste à temps avant l'impact. Elle comprend que ce qu'elle a ressenti était le résidu persistant du mana traversant son corps. Elle pousse un soupir de soulagement car Aster ne l'aurait pas tué de toute façon, puisqu'ils sont frères et sœurs. Cependant, à ce moment-là, elle a vraiment craint qu'Aster ne la tue. Kudo ne peut se défaire de l'idée que son frère est vraiment rancunier, même s'il est plus petit qu'elle. Kudo saisit alors son épée, exigeant de savoir où est Aster, car le duel n'est pas encore terminé. Malfa la choque en lui disant qu'Aster n'est plus au domaine. Kudo est confuse et Malfa lui fait savoir qu'une convocation est arrivée pour Aster de la maison principale, c'est pourquoi il est parti il y a un petit moment avec leur père. Kudo panique, choqué car personne ne lui en a parlé. Pendant ce temps, Aster et Ifrit sont dans une calèche en route pour la maison principale. Ifrit lui dit que les personnes qu'ils vont rencontrer sont les anciens qui soutiennent la maison Helmheim depuis l'ombre. Il mentionne qu'ils sont d'anciens chefs des familles principales et secondaires, ce qui signifie qu'ils sont des figures influentes de toute la maison Helmheim. Ifrit assure à Aster qu'ils sont toujours en grande partie aux commandes, même s'ils sont à la retraite, c'est pourquoi on les appelle les dirigeants de l'ombre.
Ifrit dit à Aster que ses dirigeants n'ont même jamais montré d'intérêt pour lui depuis le jour où il l'a adopté, le laissant perplexe quant à la raison de cette convocation soudaine. Aster dit à son père que c'est très probablement à cause de ce qui s'est passé au festival de la danse de l'épée. Il ajoute qu'il a entendu dire que les anciens d'Helmheim valorisent le prestige de la famille plus que l'or, ou même leur propre vie. Apparemment, quiconque ternit cette image est jeté dans une cage pour devenir la pâture des bêtes. Ifrit est choqué qu'Aster sache cela et lui demande où il l'a entendu. Aster donne une réponse nerveuse qui n'élude pas la question avant de révéler qu'il s'est préparé à une forme de punition ou au minimum à l'exil. Ifrit lui demande s'il est sûr d'être prêt à partir sans dire au revoir, et Aster l'assure que oui. Il mentionne qu'il avait déjà l'intention de partir dès l'arrivée de ses sœurs. De plus, il est plutôt sûr que Kudo n'aime pas sa présence car il l'agace, ce qui signifie qu'elle pourra se détendre une fois qu'il sera parti. Aster ajoute que grâce à Kudo, il a enfin commencé à prendre le coup de main avec Graham et il est convaincu de pouvoir tirer plus de puissance des 7 ailes qu'avant. Il dit à son père de ne plus essayer de l'aider à partir de ce moment, quoi qu'il arrive, car il est prêt à survivre seul. Soudain, Kudo apparaît à la fenêtre de la calèche disant à Aster qu'il est le plus jeune, donc pas besoin de faire le grand seigneur. Aster est choqué de voir sa sœur accrochée à la calèche comme une mouche. Kudo ouvre la porte en grand et Aster est sidéré que la rousse ait couru tout ce chemin pour les rattraper. Kudo réprimande Aster, lui disant qu'il est cruel d'avoir laissé sa sœur sans un mot. Kudo mentionne qu'elle a entendu dire qu'il a été convoqué par les grands anciens de la maison principale, ce qui est énorme, car elle et Malfa n'ont même jamais été appelés auparavant. Ifrit dit alors à Kudo qu'il ne peut pas l'emmener à la maison principale, et elle l'assure qu'elle en est consciente. C'est pourquoi leur père les a rappelés de l'académie, car il veut qu'elle veille sur les choses pendant son absence. Kudo ajoute qu'elle sait que cette convocation signifie qu'il est dans une situation qui exige une grande prudence. En fait, Malfa a dit qu'il y a une possibilité qu'Aster ne revienne même pas. Aster essaie de minimiser la gravité de la situation, disant à Kudo qu'elle exagère car il y va juste pour discuter. Au fond, Aster sait que son retour en toute sécurité n'est pas garanti. Kudo dit alors à Aster qu'elle le déteste absolument, car c'est un garçon. Il a les 7 ailes, il a toujours eu un traitement de faveur. Il est même plus fort qu'elle, bien qu'elle soit plus âgée, et il peut agir comme un adulte, même s'il est son petit frère. Kudo admet qu'elle déteste tout, mais malgré tout, Kudo dit qu'elle ne peut pas ignorer le fait qu'Aster est sa famille. Kudo dit à Aster qu'il peut faire le dur et l'adulte, mais cela n'enlève rien au fait qu'il est son petit frère. Kudo exhorte Aster à s'assurer de revenir au domaine, car elle veut toujours qu'ils se battent en duel, et en partant, elle assure à Aster qu'elle ne lui facilitera pas la tâche la prochaine fois. Elle saute de la calèche et Aster la regarde partir se demandant ce qu'elle était venue dire. Néanmoins, il lui est reconnaissant et il prend la décision silencieuse de revenir à la famille. Kudo se tient derrière la calèche et lui fait signe de la main alors qu'elle s'éloigne, montrant à quel point elle tient à son petit frère. Peu après, ils arrivent à la maison principale et sont accueillis par des gardes armés. Ils disent à Ifrit que les anciens l'attendent déjà à l'intérieur et Ifrit leur répond qu'il n'est pas nécessaire de l'escorter car il connaît les lieux. Cependant, les gardes lui font savoir qu'ils ont reçu l'ordre de s'assurer de les conduire, lui et Aster, à la salle d'attente. Ifrit confirme ainsi que lui et Aster n'ont pas été convoqués pour passer un bon moment avec leur petit-fils. Néanmoins, ça lui rappelle encore la dernière fois qu'il était rentré. En traversant le hall, Ifrit presse Aster de ne pas perdre son sang-froid, car ce serait le pire jour pour qu'il s'emporte. Aster répond qu'il se tiendra à carreau tant qu'ils ne diront ou ne feront rien qui justifie sa colère. Ifrit acquiesce et explique à Aster que c'est la même raison pour laquelle il essaie de lui dire que la personne qu'ils sont sur le point de rencontrer est le problème. Alors qu'il révèle l'identité de leur interlocuteur, Aster est complètement absorbé par ceux qui s'entraînent. Ifrit est contraint de l'appeler par son nom pour le ramener à la réalité. En arrivant à la porte, ils doivent tous deux rendre leurs armes. Au moment où ils entrent, ils sont accueillis par l'aîné qui taquine Ifrit de ne pas être venu à la maison depuis 10 ans. Ifrit s'incline alors devant le vieil homme qu'il appelle son arrière-grand-père, le 6e chef de la maison. Aster réalise enfin qu'il tire les ficelles dans l'ombre. L'arrière-grand-père, Zenith Helmheim. Aster pense aussi que le reste de la bande sont des poids lourds qui ont un pouvoir décisionnel sur Helmheim. D'un rapide coup d'œil, il réalise que des membres de l'assemblée de la danse de l'épée sont présents, mais il est surpris que Roderick ne soit pas là. Zenith voit son air confus et lui dit que Roderick n'est pas là. Il révèle que Roderick est le chef des chevaliers directement sous l'autorité royale, ce qui signifie qu'il n'a pas de temps pour toutes ces réunions futiles qu'ils tiennent. En revanche, Zenith et les autres vieilles barbes s'occupent du côté administratif des choses. Aster se souvient que dans sa vie passée, il n'avait jamais vu Zenith, c'est pourquoi il ne s'en souciait guère, mais il voit clairement l'influence qu'il détient, car il est toujours capable de réunir tant de personnalités importantes.
Ifrit demande alors à Zenith pourquoi ils sont là, et Zenith répond qu'il est à peu près sûr qu'il l'a déjà compris. Zenith mentionne qu'il a entendu dire qu'Aster avait fait toute une histoire au festival de la danse de l'épée. Cela confirme immédiatement les soupçons d'Aster. Ils ont été convoqués à cause de ce qu'il a fait. Ifrit dit alors à Zenith que Roderick aurait dû régler l'affaire personnellement. Les anciens présents dans la pièce disent à Ifrit que ce que Roderick a fait n'était qu'une mise en scène pour le public, et cela ne change rien au fait que le nom d'Helmheim a été terni. L'un ajoute qu'inviter Aster, un adopté d'origine inconnue, à la réunion de famille est une erreur dès le départ. Ils disent à Ifrit qu'ils auraient fermé les yeux s'il était resté inoffensif, mais dès l'instant où il a montré les crocs à la famille principale, cela a changé toute la dynamique. Zenith mentionne que la bonne chose à faire est d'exiler Aster, mais fait savoir à Ifrit qu'il sera également puni. C'est à ce moment qu'Aster se lève pour crier sur les anciens, leur disant que c'est lui qui a tout fait et que cela n'a rien à voir avec son père. Aster s'emporte quand il se tourne et voit que son père ne dit rien. Aster s'arrête de parler, se demandant ce qui ne va pas chez lui. Les anciens réprimandent alors Aster, lui disant qu'il est indiscipliné parce qu'il a eu le culot de s'immiscer dans une conversation d'adulte. Zenith se lève alors pour dire à Aster que chacun dans la pièce porte le poids de la maison sur ses épaules. Cependant, il révèle que les chevaliers ne sont pas un bloc monolithique, car d'innombrables autres observent depuis l'ombre, attendant une chance de s'emparer du siège suprême. Zenith mentionne que cela n'exclut pas ceux qui sont dans la pièce. Zenith s'approche d'Aster, lui disant qu'ils ont besoin de preuves qu'il n'est pas une menace pour la maison. Zenith sort alors une épée qu'il tend à Ifrit. Il lui rappelle ce qu'il a fait quand il a échoué à protéger le roi, ce qui a fini par traîner le nom de la famille dans la boue. Il s'avère que c'est dans cette même pièce qu'il a permis à Roderick de lui couper le bras. Cette fois-ci, Zenith dit à Ifrit qu'il veut qu'il montre sa loyauté en prenant la tête d'Aster. Zenith assure à Ifrit que s'il fait cela, l'affaire sera classée, mais il n'a pas fini de parler quand Ifrit lui dit qu'il n'est pas intéressé par la vie d'Aster. Ifrit dit au vieil homme qu'il préférerait se donner la mort plutôt que d'abattre son propre enfant. Aster est choqué en entendant cela, et Zenith dit à Ifrit qu'il doit mourir puisqu'il a refusé de tuer Aster. En fait, Zenith déclare finalement que c'est la fin pour la maison d'Ifrit, car tout le monde, jusqu'à ses enfants, sera tué. À cet instant, Aster demande froidement à Zenith de quoi il a si peur. Zenith se retourne confus et Aster poursuit en disant qu'ils sont tous un groupe d'hommes adultes recroquevillés de peur, ce qui est vraiment pathétique. Aster dit à Zenith qu'ils sont libres de l'exiler s'ils ont si peur qu'ils reviennent les hanter. À cet instant, Aster retire sa chemise pour révéler ses 7 ailes, afin de faire savoir au groupe ce qu'ils vont affronter s'ils osent toucher à sa famille. Toute la pièce est sous le choc et au fond de lui, Aster ne peut que s'excuser auprès de son père car même si on lui avait dit de se taire, il n'a pas pu. Avec les emblèmes sur son dos qui brillent de mille feux, Aster dit à la pièce qu'il serait préférable pour eux d'y réfléchir à 2 fois avant de s'en faire un ennemi. Les anciens et les gardes ne veulent pas croire ce qu'ils voient, et supposent même que c'est faux, car c'est la première fois que cela apparaît sur un corps humain depuis des siècles. D'une voix froide, Zenith demande à Aster s'il comprend le poids de la marque qu'il porte, et Aster l'assure qu'il le sait, car il a entendu dire que plus on a d'ailes, plus les gens sont surpris. Le comte, qui reste assis, rit bruyamment en entendant cela, mais s'excuse rapidement avant de leur dire de continuer leur mascarade. Zenith explique ensuite à Aster qu'un emblème est un organe qui génère du pouvoir magique, offert aux humains par les esprits dans les temps anciens. Les humains ont su bien utiliser leur force en la transmettant de génération en génération, mais aucun humain n'a pu atteindre cette aile, à la seule exception du clan des esprits, les géniteurs des emblèmes eux-mêmes. Aster demande alors à Zenith s'il suggère qu'il est membre du clan des esprits, et Zenith répond qu'il y a une possibilité si ses ailes sont réellement vraies. Aster répond au vieil homme, lui disant qu'il est le fils de Ifrit, et qu'à l'heure actuelle, il ne se soucie pas des circonstances de sa naissance. Aster dit à Zenith que tout ce qu'il veut savoir, c'est s'il est prêt à l'avoir comme ennemi ou non. Aster mentionne qu'il y aurait de nombreuses maisons nobles prêtes à l'accueillir s'il y avait la moindre chance qu'il soit expulsé d'Helmheim. Aster fait savoir à Zenith que ce serait mauvais pour lui, car ils ont déjà peur d'une rébellion, ce qui signifie qu'il vaudrait mieux le garder, puisqu'il est le symbole des 7 ailes qui surpassent même le grand Roderick. Tout le monde est sans voix après ce qu'Aster vient de dire, et au fond de lui, Aster sait comment jouer son jeu. Il se souvient que le vieil homme parlait d'une rébellion et ce n'est pas une blague, une rébellion est bel et bien en marche. C'est une guerre civile massive qui va engloutir tout le pays et comme il sait déjà ce qui va se passer grâce à sa vie passée, Aster est prêt à savoir à ce moment-là qui est un allié ou un ennemi pour que la maison vicomtale puisse survivre. Zenith ricane finalement et demande à Aster s'il pense être si important. Il mentionne qu'il n'y a aucune preuve que les 7 ailes qu'il porte soient réelles et Aster lui dit qu'il est libre de le tuer s'il ne le croit pas. Cependant, il lui fait savoir que cela ne signifiera qu'une guerre entre lui et les anciens. Au fond de lui, Aster sait qu'Helmheim n'aurait aucun problème à le tuer s'ils le voulèrent vraiment, mais il veut voir s'ils vont mordre à l'hameçon ou non.
À cet instant, le comte Maz tape dans ses mains et se lève de son siège, disant à Zenith qu'il serait préférable d'organiser une épreuve pour Aster. Les anciens crient sur Maz, lui demandant ce qu'il essaie de dire, et Maz leur demande s'ils sont prêts à voir le pouvoir des 7 ailes ou non. Il lui demande ce qu'il veut dire par là, et il leur rappelle qu'ils sont dans le plus grand clan Marshall, ce qui signifie qu'il doit y avoir quelques épreuves appropriées qui traînent dans le domaine. Voyant cela, Aster comprend immédiatement que Maze est un allié. Étonnamment, le vieil homme accepte la suggestion de Maze, et il dit à Aster de le suivre car discipliner un petit-fils qui ne sait pas tenir sa langue est son devoir de grand-père. Quelques instants plus tard, ils arrivent sur les terrains d'épreuve qui sont plutôt sombres. Zenith montre à Aster un passage souterrain qui mène aux voies navigables, qui servait autrefois d'abri d'évacuation en cas d'urgence. Mais Zenith y garde maintenant une bête magique enfermée. Zenith dit à Aster que l'épreuve est simple, il doit vaincre la bête magique. Ifrit soupire de frustration et rappelle à Aster qu'il lui avait dit de garder secrète l'existence des 7 ailes, mais Aster fait savoir à son père qu'il ne peut pas continuer à garder un secret quelque chose d'aussi voyant pour toujours. Alors qu'il descend en rappel dans le trou, Ifrit lui dit de ne pas baisser sa garde. Les yeux d'Aster croisent ceux de Maze et il peut y voir l'intérêt alors qu'il s'engage dans le passage souterrain. Arrivé en bas, Aster remarque quelque chose de froid et c'est là qu'il voit la tête de Dallas gisant sur le sol. Cela le choque jusqu'aux os et Zenith révèle qu'il a aussi donné à Dallas la chance de racheter son honneur, mais il n'a fait que pleurer jusqu'à la fin, ce qui était insupportable à regarder. Zenith exhorte Aster à ne pas le décevoir et à cet instant, une bête magique bleue apparaît juste devant Aster et elle laisse un rugissement puissant retentit, avertissant Aster qu'il s'apprête à affronter une épreuve sérieuse. Malgré l'agacement que Dallas lui causait, Aster ressentait une certaine pitié pour lui. Soudain, la bête fonce sur Aster, mais d'un simple coup d'épée, il la réduit en miettes, laissant les spectateurs bouche bée. Aster rengaine son épée, avouant que la bête est peut-être effrayante, mais que sa sœur l'est bien plus. Soudain, un phénomène étrange se produit, et quand Aster se retourne, il constate que la bête s'est reformée, ce qui signifie que c'est un putain de mort-vivant. Ifrit hurle de terreur, demandant à Zenith pourquoi une bête aussi terrifiante traîne dans le sous-sol du domaine. Zenith lui révèle alors que les morts-vivants sont attirés par l'odeur de la mort, et celui-ci a dû penser qu'il mènerait la belle vie ici, c'est pourquoi il a rampé jusqu'à la cave. Puisque la bête ne mourrait pas même coupée 1000 fois, Zenith l'a fait capturer pensant que ce serait l'adversaire idéal pour tester la force de chacun. Zenith ajoute que grâce à ça, ils n'ont plus aucun mal à se débarrasser des cadavres. L'un des anciens exprime sa crainte, révélant qu'un mort-vivant est déjà un défi pour un chevalier aguerri. Mais Zenith dit clairement à Aster de le tuer. Ils demandent à Zenith s'il compte laisser mourir l'enfant aux 7 ailes. Mais Zenith leur répond que si Aster succombe à la bête, cela prouverait qu'il est un imposteur. Zenith ajoute ensuite que même si Aster meurt, cela ne ferait que leur faciliter les choses, car il existe d'autres solutions. Maz, lui, est inquiet et espère qu'Aster fera de son mieux pour ne pas y passer. De retour au sous-sol, Aster a tailladé la bête d'innombrables fois, mais sans le moindre progrès. Le pouvoir de régénération de la bête est écrasant, comparé à celui d'un mort-vivant ordinaire. De plus, un mort-vivant est déjà mort, ce qui signifie que pour le tuer complètement, il faut soit le brûler au soleil, soit le purifier avec une arme imprégnée de sainteté. Et si l'on ne peut faire ni l'un ni l'autre, il est conseillé de fuir, car combattre un mort-vivant est plutôt inutile. Cependant, dans le cas d'Aster, il sait qu'il n'y a aucune voie de retraite. Il comprend que les moyens conventionnels ne sont pas à la hauteur du pouvoir des 7 ailes qui résident en lui. Cela signifie qu'il doit écraser le mort-vivant avec une force écrasante pour leur montrer de quoi il est capable. Aster déchaîne une attaque puissante qui fait bondir les anciens de leur siège, car ils voient enfin la véritable puissance des 7 ailes. La dernière attaque d'Aster soulève un nuage de poussière qui envahit le sous-sol, laissant les spectateurs se demander ce qui se passe. Au moment où la poussière se dissipe, la bête est toujours active, et avant qu'Aster ne puisse réagir, elle le projette au sol. Ifrit l'appelle, terrifié, et Maz exhorte Ifrit à ne pas tenter d'intervenir pour sauver Aster. Ifrit demande au comte s'il lui suggère de regarder son fils mourir, mais Maz lui dit de se calmer et d'observer la situation. Maze voit le sourire sur le visage d'Aster et pense qu'il a une carte maîtresse qu'il n'a pas encore jouée. Avec la bête sur lui, Aster lève son épée et l'imprègne de mana, tirant une puissante décharge d'énergie dans son corps, exactement comme son père l'avait fait dans les bois. La bête crache du sang, ses entrailles étant déchirées par l'explosion. Puisqu'elle refuse de mourir, Aster compte bien lui arracher sa force vitale jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. Ifrit est choqué de voir ce qu'Aster fait car il ne lui a montré cette méthode qu'une seule fois, et il la pousse déjà à un tout autre niveau. Grâce à la quantité d'énergie qu'Aster déchaîne, toute la zone commence à trembler comme si elle allait s'effondrer. Certains anciens veulent fuir, terrifiés, et appellent Zenas à les rejoindre, mais Zenas est totalement absorbé par ce qu'il observe. Zenith est sidéré par la puissance écrasante émanant du corps d'Aster, et il comprend enfin la véritable force des 7 ailes. Quelques instants plus tard, les anciens paniqués reprennent enfin leurs esprits quand les secousses cessent.
Ils se sont précipités pour voir ce qui s'était passé, mais Zenith n'a pas bougé d'un pouce, ayant tout vu. Il réalise qu'Aster a piégé le mort-vivant dans un vortex de puissance magique et l'a anéanti. Zenith ne peut qu'acquiescer. C'était une démonstration de force brute, de pure qualité et quantité. Un exploit magique incroyable, mais qui ne se qualifie pas vraiment comme une technique. Cela laisse Zenith se demander si c'est vraiment ça, le pouvoir des 7 ailes. Zenith demande ensuite à Ifrit si c'est lui qui a enseigné à Aster ce qu'il vient de faire, mais Ifrit répond que non. Il avoue être lui aussi stupéfait de voir à quel point son fils grandit de jour en jour. Maze demande rapidement à l'ancien s'il est satisfait et s'il estime qu'Aster a réussi l'examen. Avec un visage et une expression sévère, Zenith demande au reste du groupe si quelqu'un s'y oppose, mais personne ne le fait. Maze ne perd pas de temps pour annoncer à Aster qu'il a réussi l'épreuve et qu'il doit remonter rapidement à la surface. Aster les taquine, soulignant que la chaîne qui l'a descendu dans le sous-sol a été détruite, alors il presse quelqu'un de lui lancer une corde. Plus tard, Aster rencontre Zenith dans son bureau et Zenith lui offre une place dans la succession à la tête de la famille, mais Aster refuse l'offre. Zenith lui demande s'il est sûr de son choix, car s'il rate cette chance, elle pourrait bien ne jamais se représenter. Aster fait savoir à l'homme qu'il n'a aucun intérêt pour la lutte de succession familiale, et de plus sa présence ne ferait que semer le trouble parmi ses cousins. Aster dit à Zenith qu'il n'a pas sa place dans le domaine principal, mais plutôt chez Ifrit. C'est alors que Zenith lui dit qu'il peut être humble tant qu'il veut, mais qu'il ne peut cacher l'ambition qui se reflète dans ses yeux. Zenith affirme qu'il est évident qu'il compte bien tourner son hostilité vers Helmheim à long terme, et cela choque Aster. Zenith lui demande si la personne qu'il vise est Roderick, mais l'expression d'Aster devient immédiatement défensive. Le vieil homme l'exhorte à se détendre, l'assurant qu'il n'a aucune intention de sonder ses motivations pour l'instant. Aster lui demande alors pourquoi, car il pense que les rebelles sont ses ennemis. Zenith lui rappelle ensuite que la maison n'est pas un monolithe et que Roderick est un peu un problème. Zenith n'a aucun problème à garder Aster près de lui si son existence sert de dissuasion à Roderick. Cependant, il avertit Aster de ne plus jamais lui montrer les crocs, car c'est là qu'il pourrait bien y laisser sa peau. Alors qu'Aster quitte la pièce, il ne peut s'empêcher d'admettre que le vieil homme est un monstre. Ifrit le rencontre dans le couloir et lui demande ce que le vieil homme a dit. Aster révèle que le vieil homme voulait l'intégrer à la famille principale, mais il a refusé l'offre. Ifrit est choqué d'entendre cela, et même Maze qui est avec lui acquiesce. Maze dit à Aster qu'il aurait bénéficié d'un bien meilleur traitement s'il avait été officiellement sous la tutelle de la famille principale. Aster demande alors au comte pourquoi il l'a aidé plus tôt, mais Maze feint l'ignorance. Maze prétend qu'il voulait seulement lui jouer un tour, et il rappelle à Aster qu'il est vraiment devenu le maître des 7 ailes, du moins en titre. Alors qu'il traverse le couloir, Aster voit les anciens le fixer, tous avec la même intention de mettre Aster sous leur coupe, puisqu'il n'est qu'un enfant. Maze dit à Aster qu'il ne peut l'éviter, car ceux qui le ciblent ne feront qu'augmenter, les 7 ailes ayant une importance capitale. Aster demande alors à Maze s'il est l'un d'entre eux, et Maze répond qu'il est directeur à l'Académie des Chevaliers. Donc repérer les jeunes prometteurs fait partie de son travail. Maze pointe du doigt le vieil homme blond au loin, disant à Aster que cet homme est aussi dans le même cas. Alors que Maze s'éloigne, il dit à Aster qu'il l'attendra pour son inscription à l'Académie des Chevaliers. Aster le regarde perplexe car il ne sait même pas si le type est un allié ou non, il est bien trop insaisissable. Ifrit tapote alors l'épaule d'Aster, suggérant qu'il rentre à la maison car il aimerait tout savoir de sa grande performance. Aster acquiesce et dit que sa mère va paniquer en voyant toutes ses blessures. Pendant ce temps, Roderick reçoit un rapport indiquant que son fils, Dallas, a perdu la vie lors de l'épreuve imposée par Zenith. Puisqu'Aster devait aussi en passer une, Roderick demande au messager ce qui s'est passé. Le type informe ensuite Roderick de l'existence des 7 ailes, mais Roderick n'est pas entièrement surpris. En gros, ils ont maintenu un équilibre des pouvoirs dans la maison pendant si longtemps, mais à ce stade, il pense que cela pourrait enfin s'effondrer. Le type suggère qu'ils agissent d'une manière ou d'une autre, mais Roderick lui dit de ne rien faire, car ce n'est pas encore une menace. De plus, il ne voit aucune raison de se presser, les 7 ailes finiront par lui appartenir. Cependant, d'ici là, il va laisser Aster jouer librement avec, car il veut savourer le spectacle d'Aster, qui lui a échappé il y a 10 ans, se débattant un peu. 4 ans plus tard, Aster se rend à l'Académie des Chevaliers et l'officiel appelle les candidats à se rassembler. Pendant que tout le monde remplit les formulaires, ils remarquent Aster passer et leur attention se tourne immédiatement vers lui car il est devenu plutôt populaire. Aster se dirige vers le bureau pour s'inscrire et l'officiel lui dit qu'il devra présenter son emblème ailé car ils ne peuvent laisser passer personne sans magie pour éviter les imposteurs. Soudain, l'officiel lit le nom d'Aster et est choqué par son nom de famille, Helmheim. Aster lui sourit alors, demandant s'il doit toujours montrer son emblème, car le sien se trouve en fait à un endroit un peu difficile d'accès. Avec un sourire en coin, il demande à l'officiel si son visage suffit pour le faire entrer. Plus tard, Aster est tranquillement dans son coin quand un fauteur de troubles blond, Smite, commence à l'interpeller. Il dit à Aster qu'il ne l'a jamais vu parmi les candidats, lui demandant s'il ne s'est pas trompé d'endroit.
Smith dit à Aster que l'examen est réservé à l'élite de l'élite et Aster passe simplement devant lui, lui disant que ce n'est pas un problème si c'est le cas. Smite hurle sur Aster, lui expliquant que tout le monde dans la salle a suivi un entraînement rigoureux et est revenu passer l'examen à plusieurs reprises. Il se moque d'Aster, lui disant qu'il se balade avec une épée de gamin, rêvant au final d'un chemin d'élite. Smite poursuit en disant à Aster que l'examen n'est pas pour les gens comme lui, et il lui dit nonchalamment de déguerpir s'il n'est là que pour faire du tourisme. Pendant ce temps, les autres candidats ne sont pas surpris, car c'est ainsi que Smite traite les nouveaux chaque année. De plus, ils n'arrivent pas à croire qu'ils s'en prennent sérieusement à Aster des 7L. Smite ignore totalement qui est Aster, et c'est alors que Grian et ses acolytes font leur apparition. Grian salue Aster, son cousin, lui disant que ça fait un bail. Aster lui présente ses condoléances pour Dallas, mais Grian répond à Aster qu'il n'a pas à s'inquiéter pour Dallas, car c'est une honte qui méritait de mourir. En fait, il se sent rafraîchi et content que Dallas soit parti, car il se prenait toujours de haut juste parce qu'il avait un an de plus. Grian dit ensuite à Aster de ne pas sous-estimer ceux de la famille principale, même s'il a les 7 ailes à brandir car personne à l'académie ne le protégera. Après avoir dit cela, Grian et sa bande s'éloignent, mais les candidats sont seulement impressionnés par la présence de 2 membres de la famille Helmheim, ce qui signifie que c'est une bonne année. C'est à ce moment-là que Smite réalise qu'il est dans de beaux draps et il s'approche rapidement d'Aster tout mielleux. Aster lui rend son sourire, disant à Smite qu'il peut l'appeler par son prénom. Peu de temps après, ils se rendent au premier lieu d'examen et l'officiel en charge de l'épreuve les accueille tous. Il leur fait savoir que les chevaliers royaux sont différents des chevaliers locaux qui sévissent dans la campagne. Il poursuit en disant qu'ils protègent le roi. Ce sont des épées honorées qui risquent leur vie pour lui, ce qui signifie qu'ils n'ont aucun besoin de personnes inutiles. Il leur dit de considérer l'examen du jour comme un champ de bataille et qu'ils sont censés montrer leur vraie valeur à leur guise. Au fond de lui, Aster n'en croit pas un mot de ce que dit ce type, mais il s'en fiche un peu, car il est enfin de retour à l'académie. Quand il était sans elle, il n'avait même pas eu l'occasion de se tenir là où il était. En gros, au-delà de ce point se trouve un monde de puissants qu'il n'a jamais pu atteindre, et l'homme qui reste au sommet, c'est Roderick. Aster presse Roderick de l'attendre, car il va le rattraper en un rien de temps. Cependant, pour cela, il doit d'abord réussir l'examen de sélection, et c'est alors que l'officiel déclare l'examen ouvert. Soudain, un des candidats est projeté au sol, une flèche lui transperçant la tête. Cela indique immédiatement au candidat que l'examen n'est pas une blague, et les officiels révèlent que l'épreuve s'appelle le défi de la tourelle. En un rien de temps, un barrage de flèches commence à pleuvoir sur les candidats présents dans la salle. Certains paniquent et tentent de fuir, mais les flèches les atteignent quand même. D'autres candidats, en revanche, forment un groupe pour se protéger. Ce sont d'anciens participants déjà habitués au système. Cependant, même ainsi, le taux de survie n'est que d'environ 30%, et ils pensent que leur méthode de formation en cercle atteindra bientôt ses limites. En gros, ce qu'ils espèrent voir, c'est la puissance écrasante que seul quelqu'un avec un emblème ailé peut atteindre. Soudain, un certain candidat remarque qu'Aster ne bouge pas, et il pense que c'est un idiot qui a dû se figer de peur. Grian pense aussi que c'en est fini pour Aster, mais au moment où des flèches volent vers lui, Aster les repousse toutes sans effort. Les candidats sont sous le choc en voyant Aster créer un tourbillon de puissance magique juste pour repousser les flèches. Aster maintient cela, laissant les autres candidats se demander quel genre de monstre il est, car pas une seule flèche ne l'atteint. Même l'officiel est impressionné, car Aster manipule son mana pour donner l'impression d'être au cœur d'une tempête. Peu après, la pluie de flèches cesse et l'officiel est surpris qu'il y ait eu plus de survivants que prévu. L'officiel félicite les rescapés, leur disant qu'ils ont réussi la première épreuve, contrairement aux cadavres qui jonchent le sol autour d'eux. Cependant, il leur fait savoir qu'il n'y a pas de temps pour se reposer, car il va les guider vers le prochain terrain d'épreuve. Smite soupire de frustration, marmonnant que l'officiel vient tout droit de l'enfer. Aster est surpris que Smite soit déjà épuisé par de simples flèches. Smith, lui, n'arrive pas à croire qu'Aster soit totalement imperturbable comme si de rien n'était. Même l'officiel est impressionné qu'il n'y ait aucun signe de fatigue chez Aster, bien qu'il ait utilisé énormément de mana, ce qui prouve la puissance des 7 ailes, mais il est curieux de voir comment Aster s'en sortira à la prochaine épreuve. Grian, de son côté, est furieux que son cousin ait survécu, et il se souvient avoir reçu l'ordre de quelqu'un de s'assurer qu'il ferait tout en son pouvoir pour empêcher Aster de devenir un chevalier royal, pour l'avenir d'Helmheim. En arrivant sur le prochain terrain d'épreuve, l'officiel leur dit qu'ils échangeront leurs épées contre des épées identiques pour garantir l'équité. Smite est perplexe, et Aster lui demande si c'était différent avant, et Smite répond qu'ils ne se sont jamais souciés de leurs épées. Smith suggère qu'ils sont peut-être prudents à cause de l'étrange épée d'Aster. C'est alors que Grian apparaît taquinant Aster, lui disant qu'il semble s'être trouvé un laquais, en l'occurrence Smite.
Smite est furieux en entendant cela, mais Grian l'intimide rapidement en lui chuchotant à l'oreille qu'il va apprendre une leçon douloureuse s'il remue la queue devant la mauvaise personne. Smite tremble de peur et essaie de faire en sorte que Grian retire ses paroles, mais Grian l'ignore. Smite va même jusqu'à dire à Grian qu'il n'a rien à voir avec Aster. Aster regarde autour de lui et réalise qu'il est dans un environnement hostile. C'est alors que l'officiel apparaît pour leur expliquer les règles. Il leur dit que la deuxième épreuve est une bataille de siège et qu'ils seront divisés en 3 équipes pour se disputer le contrôle des camps de chacun dans la forêt. Il précise qu'un camp est considéré comme occupé lorsque le drapeau de son équipe est hissé sur son mât. Il explique que l'équipe occupant 2 camps ou plus au moment où la cloche du soir sonnera sera la victorieuse. Cependant, toute action rendant le drapeau inutilisable, comme le détruire ou le confisquer, est strictement interdite. À part cela, aucune autre action n'est interdite, et ils sont libres d'utiliser les épées qui leur ont été données, car ils peuvent même tuer leurs ennemis avec. Après avoir énoncé les règles, les officiels leur disent qu'il est temps d'annoncer les membres des équipes qui participeront aux épreuves avec eux. Peu après, le signal de fumée s'élève dans les airs, indiquant que l'épreuve a commencé. En gros, il y a 3 drapeaux par équipe, et ils doivent capturer au moins 2 camps, y compris le leur. Smite dit à Aster que cela ne peut signifier qu'une seule chose, sur les 3 équipes, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Aster confirme et demande à Smite s'il y a quelque chose qui l'inquiète, et d'autres membres de l'équipe soulignent que cela signifie qu'ils devront affronter Helmheim. Aster réalise immédiatement que les choses vont mal tourner. Smite mentionne qu'ils sont terrifiés par les représailles d'Helmheim, car leur adversaire est Grian, le jeune maître de la famille principale Helmheim. Smite dit à Aster d'imaginer un scénario où il pointerait une épée sur Grian pendant l'épreuve. Smite craint que les retombées ne soient désastreuses et puissent même entraîner l'anéantissement de leur famille entière. Smite fait savoir à Aster qu'ils ont tous peur de se faire un ennemi d'Helmheim. Smite conclut en disant à Aster qu'il y aura toujours une prochaine épreuve, alors il vaut mieux attendre plutôt que de jeter leur vie par les fenêtres. Au final, Aster se retrouve à concourir seul dans une bataille par équipe. Néanmoins, il comprend la peur de Smite et des autres, car Helmheim est vraiment terrifiante. C'est en gros une famille de tyrans qu'on ne peut défier. Dans ces épreuves, Grian est le symbole de cette peur. Même si les membres de son équipe pensent qu'il ne comprendrait pas cela, il est comme eux d'un point de vue extérieur. Alors qu'il se dirige vers le drapeau le plus proche, il remarque que tout est calme, se demandant si personne n'a encore engagé le combat. Soit ils sont prudents, soit il y a un autre jeu en cours. C'est alors qu'il trouve le type au drapeau jaune, et ce dernier exprime sa surprise qu'Aster soit effectivement venu comme l'avait prédit la personne d'intérêt. Aster se demande ce que dit le type, et de plus il remarque qu'il a retiré le drapeau de son propre camp. Le type jette alors son drapeau jaune en l'air, et c'est à ce moment-là que le drapeau rouge, symbole de l'équipe de Grian, apparaît au loin. Soudain, Aster réalise que l'équipe au drapeau rouge et l'équipe au drapeau jaune travaillent ensemble pour l'éliminer, avec Grian menant la charge.